diversité de manières d'agir dans notre gestion. Donc ça va être autant avoir des îlots d'avenir où on va tester des nouvelles essences un petit peu plus méridionales, voire qui vont sortir de la France. On va avoir cet aspect des îlots de vieux bois, donc on va conserver des arbres qui n'auront plus d'intérêt économique. Voilà. On aura une diversité de structures, donc on connaît les futaies régulières avec ces arbres qui ont tous poussé en même temps et qui sont très alignés, très droits. Mais on aura aussi de la futaie irrégulière avec des classes d'âge différentes qui va permettre d'avoir une diversité dans le paysage. On aura des zones en libre évolution. Enfin voilà, une diversité de méthodes de gestion pour se permettre d'être face à tous les enjeux qu'on peut avoir. Et aussi, on va dire, ce vieux proverbe de ne pas mettre toutes ses pommes dans le même panier, quoi. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce qui est important dans cette action, c'est l'objectif, c'est que la forêt reste un puits de carbone. Oui, tout à fait. Voilà. Je me tourne maintenant vers vous, Pablo. Donc vous avez 24 ans. Vous avez un parcours brillant. En plus de travailler sur la transition écologique à la mairie de Paris, votre engagement vous mène plutôt dans des salles de réunion. On peut même dire des salles de négociation, parce que c'est la mission des Jeunes Ambassadeurs pour le Climat, l'association à laquelle vous adhérez. Et cette mission est précisément de représenter les jeunes de la société civile dans les négociations, notamment internationales, comme la dernière COP28. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est à peu près ça. À peu près. On a aussi une partie de formation dans laquelle on va dans les lycées et les écoles pour justement présenter ces enjeux aux jeunes. Je vais vous demander de nous raconter, vous aussi, votre parcours dans les grandes lignes. Donc, dans les grandes lignes, j'ai fait des études d'économie. Et sinon, je pense que j'appartiens aussi à cette génération dite de la génération climat, initiée par Greta Thunberg en 2018. Et donc c'est là que j'avais une sensibilité pour les questions environnementales auparavant, mais mon engagement pour l'écologie est né de cet été-là. Et depuis, donc, j'ai participé à différentes associations et ensuite, donc, j'ai rejoint en 2020, après le Covid, les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. D'abord en tant que simple membre et formateur, et puis en tant que coordinateur du plaidoyer. Est-ce qu'il y a une bascule, comme on dit? Est-ce qu'il y a eu un moment, un shift, où ça a été assez linéaire? Je pense que le shift s'est opéré dans le fait que j'ai cru qu'il y avait une possibilité de faire changer les choses, là où auparavant j'étais assez défaitiste et j'avais étudié du coup un peu des concepts comme la collapsologie. Je me disais en fait on ne pourra rien y faire, et c'est en m'engageant et en continuant d'apprendre davantage que j'ai vu que non seulement on pouvait encore faire des choses, mais que c'était nécessaire de le faire et qu'on avait un peu cette responsabilité-là. Le passage à l'action, on en parlera tout à l'heure. Et vous avez, donc c'est assez rare, pour revenir aux jeunes ambassadeurs, c'est assez rare que des jeunes soient invités à participer à des négociations internationales. On a envie de savoir comment ça se passe de l'intérieur. Est-ce que vous n'avez pas envie parfois de renverser la table? Si, bien sûr. Surtout lorsque on est face à des représentants de différentes délégations qui refusent, par exemple, de sortir des énergies fossiles. C'est assez difficile, mais il n'est pas forcément nécessaire d'être aux négociations et au COP pour avoir envie de renverser la table. On peut le voir, c'est un peu au quotidien sur plein de causes et luttes différentes. Mais je pense que la particularité et l'intérêt de ces négociations, c'est justement de pouvoir appréhender ces enjeux-là de façon systémique et internationale. Et ces négociations pour le climat sont le seul lieu où se retrouvent autour de la même table les personnes responsables et les premières victimes du changement climatique. Et vous m'aviez, quand on a préparé ce débat, vous m'aviez dit que justement cette complexité de ces enjeux systémiques qui peut être un peu effarouchante, qui peut être même parfois carrément indigeste, en fait, au lieu d'être un obstacle, pour vous, c'était vraiment un intérêt, en fait. Quel intérêt on a à rentrer dans la connaissance, en fait?
Je pense que moi, c'était un peu un catalyseur, enfin, c'était un exercice un peu cathartique, où je pouvais, en rentrant dans la technicité des sujets, avoir un côté où je pouvais un peu me dissocier émotionnellement de ce que je pouvais ressentir et vraiment les traiter, essayer de comprendre les enjeux et les mécanismes, et aussi de mieux comprendre un peu la lenteur des négociations internationales, parce qu'il a fallu attendre la COP26 pour qu'on mentionne dans les textes la première fois le mot de énergie fossile. Et vous m'aviez raconté une anecdote sur le président, et justement cette action en fait d'être présent pendant les négociations, que ça vous permettait aussi de faire passer des messages. Voilà. Oui. Vous pouvez partager cette anecdote? En fait, oui. Donc ça, c'était l'ambassadeur français, donc membre de la délégation française, où à mesure qu'il interagissait avec donc, mes collègues et moi-même, enfin du coup depuis quelques années. Les membres de la délégation nous disaient qu'en fait, il était plus facile de lui faire passer des messages et que lui-même faisait évoluer ses positions à mesure que du coup on portait des plaidoyers avec d'autres jeunes à l'échelle européenne et internationale. Et vous avez à ce moment-là effectivement croisé Emmanuel Macron? Alors moi pas personnellement, mais oui un ami qui a fait en sorte que Emmanuel Macron accepte de signer, donc il ne l'a pas fait physiquement mais verbalement, un traité pour la sortie de la non-prolifération des énergies fossiles, qui a probablement amené à faciliter des positions pour que donc le texte de bilan mondial à la fin de la COP mentionne une transition vers la sortie des énergies fossiles. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez en fait à la COP 26. Simplement pour reparler de la dernière, au retour de la dernière COP 28, il y a eu tout un tas de critiques de la part des ONG, ce à quoi certains scientifiques qui étaient justement aux négociations ont répondu que c'était exagéré. Vous n'y étiez pas, mais j'imagine que vous avez eu des échos de vos co-adhérents à l'association. Comment avez-vous perçu ce débat polarisé au retour de la COP 28 ? En fait, c'est un peu après chaque COP, à part éventuellement peut-être la COP 21 en France, il y a des critiques qui sont très fortes et qui sont assez légitimes dans la mesure où il y a une vraie urgence et il est vraiment nécessaire d'avoir des positions fortes de transformation des enjeux. Mais lorsqu'on se retrouve face à près de 200 pays différents où chaque décision est prise au consensus, où on aura des intérêts qui seront totalement divergents et où il y a des gros enjeux politiques parce que certains pays vont refuser de porter certaines positions par un intérêt pour d'autres questions, on comprend un peu mieux cette lenteur et ce manque souvent d'ambition des COP, mais comme je le disais aussi plus tôt, c'est un espace nécessaire parce qu'il n'y a pas d'alternative pour porter justement ces questions climatiques. Et oui. Et cette lenteur n'altère pas votre engagement, votre même activisme. C'est ce que vous me disiez, c'est que vous arrivez à contrôler émotionnellement, mais qu'il y avait certains jeunes ambassadeurs qui étaient beaucoup plus actifs en fait, même dans l'émotion et dans les déclarations. Oui, j'ai des camarades qui étaient vraiment en colère et qui parfois ont pu interpeller assez véhément certains représentants de délégation, mais parce que aussi lorsqu'on fait face à certains enjeux, qu'on a à côté de nous des personnes qui représentent des peuples autochtones, qui sont eux-mêmes des peuples autochtones et qui par exemple nous témoignent que par exemple ils étaient dans une ville où à cause des feux de forêt ils ne pouvaient même pas voir à 5 mètres parce qu'il y avait tellement de pollution dans l'air que c'est difficile de rester passible face à certaines personnes qui vont dire mais vous savez il y a des intérêts, qui c'est compliqué, et cette lenteur est parfois difficilement supportable. En tout cas, à ce niveau-là, on comprend bien le jeu de chacun. C'est ça, oui. De chacun des acteurs en fait, ONG, institutions, effectivement. Et lobby. Pardon ? Et lobby. Et lobby, il ne faut pas les oublier. Et vous avez aussi donc votre casquette à la mairie de Paris. Donc, en fait, vous avez une vision très large
de l'action politique, voire de l'inaction politique. Et pareil, en préparant ce débat, vous m'avez dit que pour vous, chaque niveau d'action compte. Voilà, est-ce que vous pouvez expliquer ça et nous dire pourquoi ? Les enjeux sont compliqués et systémiques, et je pense qu'il est nécessaire d'agir sur tous les pans de la société et dans tous les secteurs, et chaque avancée, chaque amélioration est souhaitable. Et on a souvent tendance à polariser le débat sur la désobéissance civile. Donc nous, on n'est pas une association qui le porte, qui en font, mais on considère qu'elle est nécessaire, car si on prend un pas de côté, qu'on analyse un peu historiquement les principales avancées, donc par exemple avec les suffragettes ou les mouvements des droits civiques aux États-Unis, les différentes organisations travaillaient main dans la main entre certaines personnes qui pouvaient avoir des discours plus apaisés, comme par exemple Martin Luther King, mais il y avait aussi d'autres organisations qui étaient beaucoup plus activistes et qui faisaient de la désobéissance civile. Et cette alliance de ces différents acteurs, avec donc aussi l'apport des scientifiques aujourd'hui pour la question du climat, est nécessaire pour justement faire porter les choses. Donc vous êtes tous les deux là, c'est vrai, pour montrer que la relève est importante, autant sur le terrain que dans les négociations internationales. Et c'est vrai qu'autant pour l'ONF, on en parlera tout à l'heure, mais il y a une relève qui se fait. Est-ce que vous, Pablo, vous pouvez nous expliquer, parce que ça donne envie en fait de venir dans votre association. Vous êtes combien ? Est-ce que vous avez besoin de jeunes pour tous ceux qui sont dans la salle ? Voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit laïus sur comment s'adresser si on a envie de participer aux jeunes ambassadeurs pour le climat ? Alors oui, du coup, si vous êtes intéressés, venez évidemment. Donc, comme je le disais plus tôt, on participe aux négociations internationales, donc on a beaucoup parlé du climat, mais on ne traite pas uniquement des questions climatiques, on traite aussi des questions de biodiversité. Donc ici, on s'est appelé les jeunes ambassadeurs pour le climat, car ça a été fondé par des jeunes délégués, donc c'est des personnes qui participent aux négociations internationales avec la délégation française. Et donc c'était initialement avec la délégation climatique, mais on a aussi rejoint donc, la délégation biodiversité, avec notamment la COP15 qui avait eu lieu à Montréal. Et donc à côté de ça, on a tout un pan de plaidoyer qu'on porte. Donc c'est là où je suis mon coordinateur plaidoyer. Et donc on travaille beaucoup sur ces négociations internationales, mais on travaillera aussi sur les enjeux des élections européennes qui vont arriver très vite. Et autrement, donc on a un gros pan de formation qui était aussi notre cœur de métier, si je puis dire, où on a formé plus de 10 000 jeunes depuis notre création. Et on continue de le faire donc dans les écoles, les universités, les collèges et les lycées. Et donc vous avez besoin de nouveaux adhérents ? Oui. Donc c'est un appel. Oui. Et c'est, nous on parle plutôt de membres actifs et il n'y a pas de cotisation, c'est gratuit. Il y a juste une chose que je voudrais relever, c'est que dans le mode de gouvernance, vous m'aviez dit, c'est important, et c'est aussi notamment pour ça que on parle de plaidoyer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Parce que c'est... Oui. Alors du coup, mon poste est coordinateur plaidoyer et pas responsable plaidoyer, car c'est pas moi qui vais prendre des décisions. Tout se fait à l'unanimité, ou du moins avec un consensus. Et en fait, on a une gouvernance horizontale qui fait que, en fait, même en rejoignant, vous serez amené à prendre part à n'importe quelle décision. Merci. Je passe la parole à Florence Clément. Donc Florence, vous êtes responsable de la mobilisation jeune à l'ADEME. Et donc justement, c'est l'occasion de rappeler les résultats d'un sondage récent piloté par l'ADEME. Sur une base quantitative, j'ai noté de 1001 jeunes représentatifs de la population française. Et donc je vous laisse nous en dire plus. Est-ce qu'on peut avoir la slide ? Merci. Alors oui, l'ADEME, c'est une agence d'État. C'est l'agence de la transition écologique. Ça ne marche pas. Donc l'ADEME est une agence d'État, c'est l'agence de la transition écologique. Et nous nous intéressons beaucoup à la transmission de la connaissance vers des publics jeunes, mais aussi
les adultes, les entreprises, les collectivités, bref, tous ces acteurs qui à un moment ont la possibilité de faire évoluer des choses. Et notamment, on a réalisé des études parce qu'en fait, on voulait factualiser les choses qui existaient. On entend beaucoup de choses sur la jeunesse, son engagement, même une génération plus engagée, plus verte, etc. Et on a voulu vraiment regarder les choses avec collez bien votre micro, sinon... Oui, avec quelque chose d'un peu différent, c'est qu'on a voulu le faire de manière intergénérationnelle. Donc on a observé en fait le côté personnes adultes déjà impliquées dans une vie où ils ont leurs propres choix, et des jeunes qui sont en construction d'avenir, et observer l'engagement de chacun et les discussions qui se créent entre jeunes et moins jeunes. Et cette étude nous a révélé des choses assez intéressantes. Voilà, en fait, on voit de manière assez évidente en fait, que les jeunes, comme les adultes d'ailleurs, aujourd'hui, la conscience est là. La conscience de l'urgence climatique, elle est là chez tout le monde, en fait, dans la jeunesse, mais également chez les plus âgés. En revanche, il y a des choses qui sont aussi assez prégnantes. C'est le besoin des jeunes, en fait, d'être dans quelque chose qui est encore... un accompagnement, en tout cas, de ne pas être uniquement dans leur propre position, leur propre posture. En fait, ils expriment beaucoup ce besoin d'être dans la discussion et dans l'accompagnement avec le monde un peu plus qui a un peu plus d'expérience. J'ai utilisé un mot anglais. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous... Alors, 79% des 15-25 ans affirment accorder une grande importance, donc voilà, et 80% des 15-25 ans aimeraient être mieux informés sur ces questions. Oui, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on sait qu'il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire. Donc, on a ce sentiment, quand on est jeune, et d'ailleurs, quand on est moins jeune aussi, d'avoir besoin de faire des choses vite, mais finalement de se sentir perdu dans cette impression qu'il faut agir vite, mais pour faire quoi ? Et là, on sent vraiment, quand on répond à des sondages avec des chiffres aussi importants, on voit bien que ce besoin, s'ils ont besoin d'être informés, c'est parce qu'ils ne savent pas en fait quoi faire. Donc, et on le constate d'ailleurs dans d'autres études et dans des panels de discussion qu'on fait avec les jeunes, ils disent tout le temps la même chose. En fait, ils connaissent des gestes les plus évidents. Alors, voilà, éteindre l'eau quand on se brosse les dents et trier ses déchets, généralement, en fait, c'est les premiers gestes. Mais pas tellement, finalement, des gestes hyper impactants. Et d'ailleurs, quelque chose d'assez frappant, c'est qu'en fait, dans toute la population, d'ailleurs, on n'arrive pas forcément à faire la part des choses entre les gestes qui ont vraiment de l'impact de ceux qui ont très peu d'impact. Donc, voilà, il y a un vrai besoin d'accompagner, d'éduquer. Alors, pour revenir à l'information, vous me disiez... que les jeunes ne cherchaient plus l'information. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez nous commenter ça ? Dans ces panels où on les réunit, parce qu'on ne peut pas tout observer non plus qu'avec des chiffres, en fait, on a créé des panels où les jeunes sont regroupés avec une grande diversité d'âge, mais même de lieux de vie, et ils expriment quelque chose d'assez intéressant qui est pour le coup assez partagé, c'est qu'ils en ont un peu marre d'être noyés sous une information qui leur dit tout le temps que ça va mal. Ils reçoivent en permanence une information environnementale assez catastrophique. Du coup, ils s'en détachent. Ils finissent par être même fatigués d'avoir toujours le même discours. Ils ont aussi l'impression qu'on leur en parle systématiquement dans tous leurs cours. Donc, en fait, comme l'éducation nationale a fait vraiment beaucoup d'efforts ces dernières années pour beaucoup plus parler de changement climatique, d'écosystèmes, de monde de demain dans les enseignements, en fait, ils ont l'impression d'être noyés sous cette information environnementale sans pour autant vraiment trouver de solution. Donc, en fait, ils ont une petite fatigue qui s'installe, une infobésité déjà, trop d'informations, et en plus une fatigue à toujours entendre le même discours sans vraiment savoir quoi faire et vers quelle solution se diriger. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième slide ? Alors, les jeunes face... Donc, 75% des 15-25 ans se considèrent plus engagés que leurs aînés. Voilà, mais ce qui est assez frappant, c'est que les jeunes ils disent aussi qu'il y a pour eux l'impression qu'il y a des différences d'habitude, des choses en fait, et qui font différemment des plus âgés. Mais c'est vrai, mais à l'inverse aussi. C'est-à-dire que les plus âgés font aussi des choses assez différentes en fait, des jeunes, et ils ne sont pas forcément sur les mêmes créneaux. Donc, ils ont tendance finalement, cette catégorie de population, en fait, à se compléter les uns les autres.
Mais c'est vrai que les jeunes se trouvent plus engagés. Alors, derrière le mot engagement, je ne sais pas si on y reviendra. On en parlera tout à mais l'heure. voilà, il y a peut-être des choses en fait qu'il faudrait éclaircir. Ouais. 75% des 15-25 ans considèrent que leurs parents sont responsables de la situation actuelle. Quelle surprise. On ne peut pas leur reprocher. On sait tous en fait que nos choix depuis les différents décennies qui sont passées, comme vous le disiez en introduction, en fait, on le sait que notre façon de consommer, de vivre n'est pas durable, et pourtant on s'est enfermé dans un mode très consommateur d'énergie, très consommateur de ressources. Oui, ils le savent, que les générations précédentes sont responsables de ces choix-là, mais on en discutera peut-être un peu après. Ouais. Ils aiment bien quand même ce mode de vie. Et enfin, 42%. Alors c'est vraiment une toute petite partie de l'étude, de l'enquête, et que je vous engage à. Elle se trouve en ligne sur le site de l'ADEME. Cette étude est en ligne, vous pourrez la retrouver. Il y a aussi d'autres études un peu plus anciennes, mais qui montrent en effet toujours la même chose. En fait, il n'y a pas une énorme progression. C'est ça qui est inquiétant. C'est que ces chiffres que vous voyez aujourd'hui, en fait, on les avait déjà il y a 10 ans. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui s'installe, qui ne progresse pas. Et nous, ça nous inquiète beaucoup. Parce que s'il y a 10 ans, on disait qu'on était peut-être un peu moins conscient, mais en tout cas, on avait toujours l'impression de ne pas avoir... Enfin, on avait déjà l'impression de ne pas avoir assez d'informations. On avait déjà l'impression de ne pas trouver de solution. Donc, il y a quelque chose qui... En fait, le problème s'installe dans l'esprit des gens. Ils sont de plus en plus conscients et voilà, le problème est installé. Mais il n'y a toujours pas de progression dans l'action et dans la solution. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Et dernier chiffre sur les habitudes. 42% des jeunes disent que les différences d'habitudes renforcent le sentiment d'incompréhension entre générations. Et 42%, finalement, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on peut penser. Non, c'est pas si conflictuel que ça, finalement, entre les générations. Chacun, finalement, est un peu en recherche de compréhension de l'autre. Ils essayent tous de comprendre ce qui se passe dans leur mode de vie, dans leur choix. En fait, ils savent qu'il y a des choses à changer, mais et surtout, en fait, dans le cadre, l'étude montre que les échanges se font assez facilement dans le cadre d'ailleurs de la famille, où il y a beaucoup de discussions. Oui. Dans un cadre intrafamilial. Oui. Je pense que quand on parle de conflit entre générations, c'est à d'autres niveaux qu'on voit ce conflit, mais au sein des familles et au sein, par exemple, du système éducatif, etc., le conflit n'est pas présent. En fait, les échanges se font de manière assez fluide et assez bien. Merci Florence. On va revenir sur certains points. Notamment, cette enquête montre donc qu'il existe une forte conscience, on l'a vu, une forte conscience environnementale. Et qui dit forte conscience dit la plupart du temps éco-anxiété. Et c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde. La revue The Lancet donnait un chiffre récemment, 1 jeune sur 2 est atteint d'éco-anxiété. C'est beaucoup et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont se mobiliser davantage. Pour certains, c'est même un frein, et donc l'éco-anxiété pose la question du passage à l'action. Je cite juste un article scientifique qui est intéressant, parce d'abord qui est très récent, en novembre 2023, et c'est un article qui est signé par Suzanne Clayton, qui est la grande référence en psychologie de la conservation. Et l'article dit que les jeunes les plus connectés à la nature, c'est une étude scientifique, donc c'est quand même, c'est souvent fort comme affirmation, robuste, on va dire, que les jeunes les plus connectés à la nature adoptent plus de réponses actives que les autres. Et donc voilà, je voulais justement, vous deux, Alexia qui est très connectée, Pablo qui l'est peut-être un petit peu moins, en tout cas dans sa vie professionnelle. Comment l'engagement vous permet d'aller mieux? Est-ce qu'aligner vos actes avec vos valeurs vous aide? Alexia? Oui. Alors je dirais oui et non, pour le coup. Parce que d'une certaine manière, travailler en forêt, c'est construire des choses qu'on ne verra pas. Donc c'est déjà faire preuve de beaucoup d'humilité. Ce qu'on va planter maintenant, on ne sait pas forcément si ça va marcher. Un forestier plante pour la génération suivante. Oui, même voire des fois la génération encore d'après. Ouais. Donc forcément,
on n'a pas les résultats tout de suite, ce qui peut être déjà très frustrant, parce que du coup, on ne sait pas si ce qu'on fait va marcher. Il y a énormément de facteurs qui arrivent dont on n'a pas forcément la main dessus. Après, néanmoins, on se pose beaucoup plus de questions dès qu'on commence à rentrer dans ce domaine-là. Donc oui, plus de questions est égal plus d'angoisse, mais en même temps, moi, je ne verrais pas ma vie sans pouvoir faire un métier qui a du sens à mes yeux, ouais. Clairement. Pablo ? Oui, je m'inscris totalement là-dedans. Justement, mon engagement associatif m'a permis vraiment de pallier à un risque d'éco-anxiété auquel j'aurais pu faire face, que j'ai dans une certaine mesure, mais que je gère parce que du coup je suis avec des personnes qui sont tout aussi engagées que moi, avec lesquelles on peut discuter, on peut aussi parler d'autres choses s'il y a besoin, et le fait d'agir au quotidien en faveur justement des questions écologiques et de la justice, c'est un moyen justement d'aller mieux. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'engagement écologique, de biodiversité, donc parce que c'est vrai que c'est la Journée internationale des forêts, mais il y a la justice environnementale aussi qui a un gros volet dont on parle peu ce soir. Mais Florence, juste une petite parenthèse, parce que vous m'avez dit juste avant le début de la conférence que maintenant on disait plus éco-anxiété, on dit éco-inquiétude. Oui, c'est vrai que ce terme qu'on a beaucoup entendu sur l'éco-anxiété a été jugé peut-être un petit peu trop important par rapport à ce que vivait une grande partie de la population qui en fait montre pas une anxiété, c'est paralysant, hein, c'est un état qui vous met dans une situation de mal-être permanent, qui vous empêche de bouger, qui vous donne une sensation vraiment très importante de mal-être physique. Alors qu'en fait, on constate plutôt une éco-inquiétude de la population. C'est-à-dire que le sujet est là en permanence, ils l'ont à l'esprit, mais peut-être qu'éco-anxiété, c'est un peu surévalué. Donc, beaucoup de publications ces derniers temps ou de sociologues parlent maintenant d'éco-inquiétude plutôt. En tout cas, éco-anxiété, éco-inquiétude, ce que vous constatez aussi, c'est que le passage à l'action a du mal à se faire, vous le disiez tout à l'heure. Et vous qui êtes en contact avec des équipes pédagogiques, comment aller vers un apprentissage transformatif ? Alors souvent dans les équipes pédagogiques, quand on fait travailler par exemple des élèves ou un groupe de jeunes, en fait la première étape c'est déjà de laisser s'exprimer les émotions. De ne pas être tout de suite descendant en disant voilà la solution ou voilà ce qu'il faut faire, parce que ça donne un sentiment d'éloignement et ça n'encourage pas à l'action en fait. Alors que quand on laisse d'abord s'exprimer la crainte, le désir de faire ou de ne pas faire, les grandes questions qui se posent, la sensation en fait d'être trop éloigné, de pas. Les jeunes ont souvent cette impression qu'ils n'ont pas la capacité de faire. C'est pas qu'ils n'ont pas envie de faire, ils ont souvent l'impression qu'ils n'ont pas la capacité de faire. On les laisse d'abord s'exprimer. Et dans beaucoup de travaux justement scientifiques qui ont été observés, on a observé des jeunes en groupe comme ça, et on s'est rendu compte qu'en fait cette première parole allait permettre de rebondir ensuite sur un réel apprentissage. C'est-à-dire qu'en ayant identifié déjà ce qui gêne, on s'en libère un peu, et surtout ensuite il faut ouvrir un débat, c'est-à-dire il ne faut pas tout de suite arriver avec une solution. D'abord on laisse le groupe en fait et les jeunes partager ensemble leur point de vue. Ils vont petit à petit découvrir qu'il y a une grande diversité de points de vue, que tout le monde n'a pas la même façon de penser, que tous les points de vue sont souvent justifiés, chacun a ses émotions, en tout cas, ou a vécu des choses qui lui ont donné envie de dire qu'il semblerait que ce soit mieux que de faire comme ça ou comme ça. Donc en fait, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit. Et c'est seulement après, en fait, qu'en réfléchissant ensemble aux solutions, on se rend compte qu'il n'y a jamais une solution. Il y a toujours des solutions. Et quand on a l'impression de ne pas être piégé dans un seul mode d'action, mais qu'on sait qu'il y a plusieurs manières de travailler, d'agir, etc., en fait, ça commence déjà à faire redescendre un peu la soupape. Et beaucoup d'enseignants aujourd'hui sont d'ailleurs, il y a des formations qui les aident à faire comme ça avec des classes, pour justement laisser ces temps d'échange et ces temps d'appropriation des jeunes avant d'aller vers des solutions toutes faites, toutes prêtes. Vous me parliez aussi du sens, en fait. Oui, et du sens. Mais on retient mieux l'information. Ouais, on retient beaucoup mieux l'information quand on sait à quoi elle sert.
En fait, quand on dit, moi j'ai travaillé avec des collégiens, je leur ai demandé, à votre avis, à quoi ça sert d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce? En fait, personne ne savait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas que l'électricité, ça ne se stocke pas, c'est un flux. Donc ils n'imaginent déjà même pas ce qu'il y a derrière la prise, en fait. Ils ne comprennent pas, en fait, comment elle est produite, l'électricité. Donc en fait, ils le font pour le faire. Mais quand on leur explique le sens du geste d'économie d'énergie, la manière dont aujourd'hui, plus on a besoin d'énergie, mais plus on est obligé de faire fonctionner des centrales nucléaires, les énergies renouvelables, etc., pour produire suffisamment pour répondre à tous leurs besoins, que l'intérêt, c'est aussi de diminuer les besoins pour derrière économiser le fonctionnement de tous ces équipements. Ah d'accord, en fait, ils comprennent pourquoi on leur demande de faire ça, du coup, ils le gardent plus en mémoire. Et ce que je vous dis là pour l'électricité, en fait, vous l'avez pour tout. Pour l'eau, c'est pareil, en fait. Pour les déchets, c'est pareil. Par exemple, tous les jeunes vous disent que la solution, c'est en fait de recycler les déchets. Mais quand on leur explique que pour recycler un déchet, il faut d'abord le récupérer, donc faire venir des camions qui utilisent donc du carburant pour venir récupérer les poubelles. Qu'ensuite, ce camion l'envoie dans un centre de traitement qui ne fonctionne pas non plus sans énergie, hein, et souvent qui gaspille beaucoup d'eau pour laver d'abord les déchets, pour ensuite les retrier en catégories, puis ensuite ça repart dans un autre centre qui va traiter le déchet. En fait, le recyclage ne peut pas être la solution. Ça consomme énormément d'énergie, ça reconsomme encore de l'eau. Voilà, et donc ils s'intéressent tout de suite en disant « Ah oui, donc il faudrait qu'on fasse beaucoup moins de déchets ». Et bien voilà, ils ont trouvé la solution. Il faudrait qu'on fasse beaucoup moins de déchets. En fait, expliquer est nécessaire parce qu'il permet justement le passage à l'action et qu'on sait bien que le GIEC le martèle sans cesse que si nos modes de vie ne changent pas, on n'arrivera pas à atteindre l'objectif. Donc, c'est une étape essentielle. Comme le disait Pablo, c'est quelque chose qui doit être complémentaire à l'action des pouvoirs publics, à l'action de collectivité. En fait, il faut que tout le monde se sente partie prenante du même objectif. Et tout à l'heure, quelqu'un de l'ENF me disait que justement, on constate, sur le sens et sur les métiers justement qui font sens, il y avait un clair constat d'un engouement croissant pour les métiers de terrain. À tel point que maintenant, on me disait que la difficulté, c'est de retenir les jeunes, de les séduire. L'ONF, pour faire venir des jeunes, doit se mobiliser. Et donc, c'est vraiment, on constate un renversement en fait, hein, de la valeur travail. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les choses bougent malgré tout. La question éthique semble prendre le dessus si on tient compte de ce constat sur les métiers qui ont du sens. Voilà. Est-ce que vous avez envie de réagir à ça, Alexia, Pablo? On a encore beaucoup de sujets, hein, donc vous n'êtes pas obligés. Non, moi j'aurais bien rebondi juste sur ce que disait ma collègue. Cette question de rechercher du sens dans nos actions, je pense qu'elle est vraiment essentielle. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui se posent des questions sur la forêt, de ce qu'on fait, et très souvent c'est faussé. Moi, en tout cas, je l'ai vu de ce que je pensais avant d'avoir fait des études et avant d'avoir été technicienne forestière. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé, et j'invite, avant de vouloir peut-être faire des actions, même si elles peuvent paraître bonnes, de d'abord se poser les questions et d'aller voir les professionnels dans ce milieu-là, avant de se lancer peut-être dans des actions qui vont être inutiles, voire même des fois mauvaises. Je pense à un truc tout bête, par exemple, les gens qui vont mettre leur compost en forêt. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Enfin, plein de choses dans ce sens-là. Voilà, donc une recherche de sens, mais aussi d'une autre manière, quoi. Voilà. Florence? Ah, ok. Alors, on a encore un tout petit peu de temps avant de passer le micro à la salle. Juste pour, il y a un autre cliché que cette enquête démontre, c'est le mythe, enfin on peut dire ça comme ça, du conflit intergénérationnel. Ce conflit opposant les vieux et les jeunes, les mettant dos à dos, notamment sur la question de la responsabilité de la crise écologique. Hein. On l'a bien vu dans le chiffre de 75% des jeunes considèrent que la génération de leurs parents est responsable. Une personne née en 2020 va connaître 7 fois plus de vagues de chaleur que ses grands-parents. On parle de génération sacrifiée, génération
perdu. Le GIEC, dans son dernier rapport, parle d'inégalité générationnelle. Bref, le conflit semble se cristalliser sur la responsabilité. Donc, autant, effectivement, on constate que le dialogue fonctionne plus qu'on ne le croit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Florence. Autant la question est surtout de savoir comment on avance ensemble. Pablo, je suis sûre que vous avez un avis. D'abord, est-ce que vous avez des soutiens de baby boomers qui justement remettent en question le système ? Alors oui et non, enfin, de façon assez parcimonieuse, dans la mesure où, comme on est vraiment bien identifié comme étant une organisation jeune, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes, disons, plus âgées qui viennent nous voir pour travailler avec nous, pour nous remercier. Mais par contre, sur cette question du conflit intergénérationnel, il est évident qu'il y a une différence et que les plus jeunes générations subiront des choses que les générations précédentes n'auront pas vécues. Par contre, je ne sais pas si je dirais que c'est la faute des générations précédentes, dans la mesure où on n'est nous-mêmes pas toujours responsables des choses qu'on peut faire dans la vie. C'est-à-dire que, on parlait par exemple du recyclage, au cours du XXe siècle, on n'avait par exemple pas de plastique, ou très peu de plastique. Et il y a eu des campagnes intenses de lobbying auprès des décideurs politiques pour justement autoriser la production et la consommation de produits plastiques, parce que justement c'était beaucoup plus d'intérêt économiquement pour eux, là où auparavant on avait des consignes qu'on donnait des bouteilles au supermarché. Et donc je pense que c'est pas forcément tant dans les générations qui sont responsables, mais plutôt les personnes qui étaient en charge et qui avaient les décideurs publics et économiques qui ont mené certaines orientations. Et par exemple, on a pu le voir pendant la pandémie, pendant le Covid, on était tous extrêmement conscients et conscientes de ces enjeux, et on était prêts à prendre beaucoup de mesures, mais quand on l'a vu, on est très vite retombé dans nos habitudes, parce que justement, on est influencé par la société dans laquelle on vit et par l'absence parfois d'alternatives aux problématiques et aux enjeux auxquels on fait face. Oui, on a tous des histoires comme ça à raconter. Alexia, vous avez envie de réagir sur ce conflit entre générations ? Est-ce que ça vous... Alors pour le coup, nous on a la chance quand même d'avoir des équipes de bénévoles qui sont plutôt des boomers, qui viennent agir dans nos forêts, en particulier pour tout ce qui va être le ramassage de déchets. Donc oui, il y a du soutien. Oui, Florence. En fait, ce qui est souvent montré, je pense, dans les médias, c'est beaucoup en fait une opposition entre ce que souhaitent les jeunes et l'écoute qui est faite de ce qu'ils souhaitent. Donc on a l'impression qu'ils ne sont pas entendus. Mais quand on redescend, enfin, par les politiques, par des gens qui sont des décideurs, mais quand on redescend à une échelle comme on le voit là, en fait, de gens qui agissent, on voit bien qu'en fait, il y a beaucoup de partage entre les générations, que c'est beaucoup moins le cas. Et c'est pour ça que c'est très difficile de dire qu'il y a un véritable conflit, une véritable opposition, parce que voilà, dans la sphère familiale ou dans la sphère de l'engagement, ce n'est pas le cas, vraiment. Alors justement, parlons de l'engagement. Voilà, vous disiez, c'est vrai que tout à l'heure, que les choses ne bougeaient pas, et vous constatiez, on en parlait juste avant de s'asseoir ici, que finalement les jeunes péchaient un peu justement par manque d'engagement. Alors on a parlé tout à l'heure de la difficulté du passage à l'action, mais pour vous c'est plus que ça, c'est presque un confort de l'époque. Dites-nous ça. Tout le monde ne met pas le même sens derrière le mot engagement. Pour certains, s'engager, c'est partager son mécontentement sur les réseaux sociaux. C'est un engagement. Pour d'autres, c'est participer à une manifestation. Donc forcément, nous, en tant qu'agence d'État active pour faire évoluer les choses, on a envie que ce soit autre chose. On a envie que ce soit une vraie modification du mode de vie, qu'on change ses habitudes alimentaires, qu'on achète différemment, qu'on revoie ses modes de déplacement pour ne plus être dépendant de la voiture autant.
Et en fait, on constate quelque chose d'assez inquiétant, c'est que pour beaucoup, en fait, l'engagement, ça s'arrête à « je ne suis pas d'accord ». Et je le dis, et je l'exprime. D'ailleurs, dans un film de Cyril Dion qui s'appelle Animals, il le pointe tout de suite, dès le début de son film, puisque en fait, les deux jeunes, en fait, ils vont aller découvrir le monde et plein d'initiatives dans le monde. En fait, vont rencontrer à un moment en Inde quelqu'un qui agit pour nettoyer des sites complètement contaminés par des déchets. Et il demande à un des jeunes « Mais toi, tu fais quoi quand tu es en France ?» Et il lui dit « En fait, j'envoie plein d'informations sur les réseaux sociaux. » Et la personne qui est en face, dans le film, éclate de rire, en fait, en lui disant « Mais tu fais quoi d'autre ?» Et en fait, il réalise, et c'est intéressant cette partie du film, parce qu'il réalise que c'est bien, mais clairement, ça ne suffira pas, quoi. Est-ce que ce ne serait pas une question de regard, on en parlait tout à l'heure, et est-ce qu'il ne faudrait pas réinventer l'engagement, Pablo, la notion d'engagement qui finalement a changé, en fait, qui passe plus par des collectifs Oui, c'est-à-dire, après, du coup, j'ai moins une expertise sociologique, mais j'ai l'impression que, effectivement, les jeunes voient à travers l'engagement le fait de s'exprimer sur les réseaux sociaux parce que c'est leur principal mode de communication. C'est le nôtre aussi de façon générale aussi, mais ça permet aussi parfois de pouvoir fédérer, de créer des réseaux et parfois de nous surprendre, nous, dans les médias, je veux dire. Je pense par exemple du coup, juste après le Covid, il y avait eu une manifestation contre le racisme et les violences policières qui n'était absolument pas relayée dans les médias, dans la presse, etc. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de personnes, de jeunes qui appelaient d'autres jeunes à participer à cette manifestation sur TikTok notamment, il y avait eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui s'étaient retrouvées alors que c'était peu de temps après la pandémie, qu'il y avait justement des risques sanitaires, etc. Et j'ai l'impression que à travers justement ces campagnes qui peuvent exister sur les réseaux sociaux, les jeunes peuvent aussi parfois se manifester sur des actions et se mobiliser. On a pu le voir notamment dans des marches, dans des mobilisations, dans des grèves étudiantes, etc. Donc de nouvelles manières d'exprimer son engagement. Alexia ? Moi, inversement, pour le coup, c'est vrai que quand on fait des actions en forêt avec des événements, on retrouve assez peu de jeunes. Donc, j'ai envie de dire, venez, c'est un appel. Je vois plein de jeunes dans la salle. Alors, comme il nous reste 10 minutes, je propose qu'on passe le micro. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer sur ces sujets ? Je passe le micro, si vous pouvez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Lucien, j'ai 26 ans, je viens du Jura. Pardon, vous m'entendez mieux ? Voilà, ok. Déjà, je voulais commencer pas par une question, mais par un remerciement. Et je voulais vous remercier, l'ADEME, parce que vous avez eu le courage de dire que la politique française n'était pas à la hauteur des enjeux climatiques. Et je trouve que c'était quelque chose qu'il fallait dire. Et je vous remercie d'avoir fait, c'était courageux en tant qu'agence d'État. Ensuite, ma question, elle se porte sur peut-être le choix des décorations. Je trouvais intéressant d'avoir choisi de mettre en avant les JO sur un événement où on parle de jeunes et de climat, alors que c'est un événement qui a quand même un gros impact climatique et qui a défavorisé quand même globalement pas mal les jeunes. Je voulais savoir si vous aviez des réactions vis-à-vis de ça. Je suis désolée, je n'avais même pas vu parce qu'on n'a pas eu le temps de... Voilà, est-ce qu'il y a des réactions ? Non, je crois que c'est c'est plus un constat que vous faites. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question aux intervenants ? Oui, non ? Soyez pas timide. Au premier rang. Alors, je m'appelle Manon, je viens de Draguignan, donc dans le 83.
Et c'était pour savoir comment on faisait pour s'engager concrètement. Comment on faisait pour s'engager? Comment on fait pour s'engager? Florence. Alors, il y a tellement très bonne question. Oui, très bonne question. Et il y a beaucoup de moyens en fait, de trouver comment rejoindre des gens qui ont déjà initié des choses intéressantes. Par exemple, il y a un site d'information de plein de missions de bénévolat qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr. Sur ce site, on rentre l'endroit où on habite et on rentre son thème d'intérêt et ça nous ressort plein de possibilités de missions. Le bénévolat, ça peut être 1 heure, ça peut être un week-end, ça peut être 1 semaine. C'est quelque chose en fait qui est à la portée de tout le monde. On peut rejoindre à un moment. Il y a aussi d'autres solutions. D'ailleurs, quand on est dans le bénévolat, on a souvent envie de faire autre chose derrière, après, parce qu'on rencontre des gens passionnants qui vont nous raconter plein de choses et ça nous ouvre plein de portes et ça nous apprend d'ailleurs souvent des choses, ça nous permet d'acquérir des compétences qu'on n'avait pas ou de découvrir des sujets qu'on n'avait pas. C'est hyper facile de trouver des gens qui ont envie de tendre la main, en fait. C'est juste que c'est assez difficile quand on est dans un tout petit microcosme. Mais dès qu'on commence des missions de bénévolat, c'est déjà un bon moyen. Ensuite, vous avez d'autres façons, quand vous êtes jeune, c'est toutes les assos. Alors, il y a par exemple des assos étudiantes, comme le RESES, qui vont proposer aux étudiants d'un campus de participer à la vie du campus, mais pour faire des actions écologiques. Alors, ce que je vous conseille, c'est qu'il y a un site pour les jeunes, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'ADEME a un site pour les jeunes qui s'appelle MTater. C'est un grand M, TATE2RE.fr, et ça va vous permettre en fait, de trouver une rubrique sur l'engagement qui vous donne plein d'infos sur les assos qui s'engagent. D'ailleurs, on va travailler ensemble parce que j'ai envie de parler beaucoup plus de ce que vous faites. Et là, vous allez pouvoir trouver plein d'idées. Ensuite, quand vous avez aussi d'autres possibilités après vos études ou sur un petit temps intermédiaire où vous ne savez pas quoi faire, vous avez quelques mois, vous pouvez aller sur un service civique. C'est de 6 mois, 12 mois. 6 mois, pourquoi pas, faire un service civique et découvrir un thème. Et je crois qu'Alexia, vous n'avez pas fait un moment un service civique, non? Non. Mais ça peut être aussi un moyen de découvrir un métier qu'on ne connaissait pas, ou en tout cas une thématique qu'on ne connaissait pas. Et puis pour les jeunes diplômés qui n'ont pas forcément envie de rentrer immédiatement dans la vie active très très vite, il y a aussi les volontariats à l'étranger. C'est des choses mais incroyables. C'est des expériences humaines et professionnelles incroyables. Vous allez dans des pays, vous êtes pris en charge par une organisation et vous vous investissez dans un pays aux côtés des populations. Ça peut être des missions d'éducation, d'animation, de soutien à la préservation de la biodiversité. Et toutes ces infos, vous allez les trouver sur MTater. Donc en fait, vous allez découvrir qu'il y a plein de moyens d'agir sans rester tout seul. En fait, le plus dur, c'est d'être seul. Dès que vous rejoignez souvent une organisation, un groupe, vous allez découvrir plein de façons de faire. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être juste terminer justement. Pas d'autres questions? Si, ah super. Bonjour, je m'appelle Morgane. Bonjour. J'ai 22 ans et je viens de Guadeloupe. Et je voudrais juste savoir, on a abordé un petit peu la thématique des médias tout à l'heure, et je voudrais savoir quelles sont vos attentes justement par rapport aux médias. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous entendent et qu'ils relaient assez vos informations? Tout à fait, oui. Vos boussoles à vous, Alexia, Pablo. Alors moi, pour le coup, je dirais qu'on manque cruellement d'informations sur qu'est-ce qu'on fait en forêt et que malheureusement, des fois, c'est trop centré sur ce que va faire, par exemple, les forestiers privés. Et il y a beaucoup d'amalgames qui vont se créer. Et on ne met peut-être pas assez en avant les belles choses qui se passent en forêt et les actions que mettent les forestiers en œuvre, dans le privé aussi, hein, pas que dans le public. Et ça, effectivement, je le trouve pas beaucoup dans les médias, et c'est souvent des médias un peu chocs, avec les coupes rases toujours qui arrivent, alors qu'on fait quand même plein d'autres choses, et ce serait chouette de le mettre en avant et de valoriser le travail des forestiers, qui quand même n'est pas toujours simple. Oui, moi je suis totalement d'accord. Il y a un vrai problème dans les médias, dans la façon dont sont présentés les sujets écologiques. C'est-à-dire que la seule façon même dont ils vont, par exemple, parler d'un risque de canicule, selon s'ils vont choisir de présenter des personnes qui ont chaud et qui sont à la plage, ou par exemple des travailleurs qui sont sous le cagnard et qui seront obligés de travailler toute la journée. C'est deux approches différentes du même sujet, sauf que selon la façon dont les journalistes vont présenter la thématique, ça influe totalement notre regard sur ces questions. Et effectivement, il y a aussi la question qu'on porte et le temps qu'on va accorder à ces questions. Donc il y a un peu
cet exemple un peu connu qui était que lorsque le rapport, donc un des rapports du GIEC était sorti, malheureusement, Lionel Messi avait rejoint le Paris Saint-Germain le même jour. Et donc on avait eu quelques minutes pour le GIEC et une dizaine de minutes dans les grands médias pour l'arrivée de Messi. J'ai une petite chose à ajouter. En fait, quand on fait des récits, souvent, en fait, pour qu'on capte l'intérêt des gens, en fait, on crée un drame. On crée quelque chose qui se passe mal. C'est ça qui capte. Donc, en fait, souvent, les médias, ce qu'ils font, c'est qu'ils aiment bien parler de tout ce qui ne va pas. En fait, ils veulent capter. Alors, ils présentent toujours tout sous le truc du drame. Alors, voilà, les gens qui travaillent par forte chaleur, mais on dit pas, on montre pas d'autres choses intéressantes sur comment vivre une canicule dans une ville. Qu'est-ce que font les collectivités pour créer des îlots de fraîcheur. En fait, non, on va toujours chercher le truc qui va capter l'intérêt. Et comme en ce moment, on a une information qui va de plus en plus vite, je ne sais pas si vous remarquez, mais par exemple, les sujets sont très courts. En fait, aujourd'hui, dans la presse, il faut rester sur des temps très très courts d'information. Donc en fait, on n'a pas le temps de développer. On capte et on n'explique quasiment rien. Et donc, en fait, la connaissance ne progresse pas. Ok, on a compris, le message est passé. Les médias, à leur décharge, changent, mais peut-être pas assez vite. Et peut-être les rédacteurs chefs non plus. Merci infiniment. Il est l'heure de clôturer cette discussion, peut-être trop courte vu l'ampleur du sujet. Merci beaucoup à tous les trois. J'espère sincèrement que cela vous aura donné envie de vous engager. Et je vais passer... nous allons rester avec nous parce qu'on va remettre les trophées de l'année. J'agis pour la forêt. Voilà, donc je vous invite à rester là. Et je passe le micro à Françoise Lefayet. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. On est fous de joie. On pensait qu'on avait beaucoup d'interrogations sur nos conférences en général, mais là, de voir cette salle pleine, ça fait vraiment très très plaisir. Merci à nos intervenants, à cette belle étude de l'ADEME. Effectivement, je pense qu'on peut vous remercier pour la qualité de cette étude. À l'ONF, ce qu'on appelle les jeunes, chez nous c'est les 13-25 ans, je ne sais pas si c'est la bonne tranche, mais c'est celle qu'on a décidée. On a souhaité vous embarquer, vous emmener en forêt sur diverses thématiques, et c'est comme ça qu'est né ce prix, pour vous inviter à nous faire des propositions, sachant que quand on lançait ce prix, on avait mis des thèmes suffisamment larges, hein. Il y en a 3 thèmes. Le premier, c'est « Je préserve la forêt et la biodiversité ». Le deuxième, c'est « Je sensibilise par tous les moyens ». Et le troisième, « J'explore le bois sous toutes ses formes » parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en forêt, il y a des semis, des plants, des arbres, et l'arbre coupé, ça devient du bois. Et donc, c'était l'objet de ce concours. Nous avons eu un certain nombre de candidatures et on parlait à l'instant de l'engagement des jeunes, et là, on va pouvoir, et vous allez pouvoir applaudir et féliciter des jeunes pour le prix que le jury leur a attribué. J'ai l'honneur de proposer le premier prix. Donc, je préserve la forêt et la biodiversité. À chaque fois, nous aurons... les départager étaient difficiles. Donc, finalement, chaque prix est accompagné d'une mention coup de cœur du jury. Et pour cette première catégorie, la mention coup de cœur du jury revient à Perrine Petro. Alors, oui, vous pouvez l'applaudir. Perrine Petro vit en Dordogne, donc c'est pas tout près effectivement, et elle est très, très investie sur toutes les questions forestières, et notamment elle participe, elle coordonne, elle organise un festival
des scieurs et de la forêt, où là, elle sensibilise et elle agit sur nombreux domaines de la forêt, le carbone, le bois, la durabilité, la gestion durable des forêts. Donc, bravo à elle. Là, c'est le prix. Alors, ils sont venus, parce qu'ils sont nombreux et ils sont venus en masse. Ce premier prix revient à des jeunes de Baugé en Anjou, c'est dans le Maine-et-Loire, et ils sont au conseil municipal des jeunes. Et ils se sont intéressés à une thématique fondamentale. Vous vous souvenez tous de l'été 2022 et des méga-feux qu'on a connus. Alors en Gironde, mais pas que, c'était ça la nouveauté de 2022, c'est que des régions exemptées d'incendies, de feux de forêt, tout d'un coup en étaient victimes. Et donc ces jeunes ont organisé une matinée citoyenne de replantation d'arbres sur une zone déboisée par cet incendie. Et typiquement, le Maine-et-Loire, ce n'est pas immédiat que ça soit une zone de feu de forêt. Donc, je leur demande de venir. Si, c'est ça. Ça, c'est le coup de cœur, hein. Qui est-ce qui parle? Personne? Quelqu'un? C'est toi? Bon bonjour, déjà on est heureux d'être ici ce jeudi, pardon. On est content d'avoir fait une action comme ça. On était vraiment très à cœur, ça nous a pris vraiment très à cœur de faire cette action-là, donc on tient à vous remercier aussi d'être venus. Ça va continuer, ce que vous avez fait. C'est pas juste une fois. Bon, en tout cas, bravo. Pour le prix de la deuxième catégorie, je cède la parole à Florence Clément. Alors, du coup, sur cette catégorie, la catégorie « Je sensibilise par tous les moyens », nous avons aussi eu du mal à départager. Donc, on a aussi attribué une mention coup de cœur à Florentin Morel. Alors, Florentin, je crois, il n'est pas là. Florentin, ce qu'il a préparé, c'est pendant 2 ans, il a tourné 45 reportages et il a créé sa chaîne YouTube. Et sur sa chaîne YouTube, il poste ses reportages qui parlent de biodiversité en général, de forêts, d'écosystèmes à protéger. Et il fait aussi des petits reportages pour essayer d'apporter de la connaissance à tout le monde. Voilà, donc il anime cette chaîne et il se déclare comme un jeune engagé, voilà, pour préserver la biodiversité et les forêts. Le prix que nous avons décerné à cette catégorie, en fait, a été attribué à Camille Baron, qui n'est pas présente non plus, mais qui nous a préparé une petite vidéo. Bonjour à tous, je suis Camille Baron, alias Dame Curiosity, et aujourd'hui je fais ce petit podcast pour vous remercier, car oui, le 5 mars, j'apprends que je fais partie des lauréats des trophées J'agis pour la forêt grâce à mon projet Faatura. Pour celles et ceux qui me découvrent tout juste, Faatura, ce fut un post quotidien sur Instagram et TikTok pendant tout le mois de décembre 2023. Nous avons pu apercevoir quelques fonctions que remplit la forêt et quelques actions que mènent les forestiers pour répondre aux besoins de l'homme tout en essayant tant bien que mal de respecter la nature. D'ailleurs, si vous voulez jeter un œil, il n'est pas trop tard pour le découvrir car tout est encore disponible. Petite anecdote, sans l'existence des trophées J'agis pour la forêt,
Je n'aurais jamais eu l'idée ni même la motivation pour créer le projet Faatura. Je tenais donc à remercier toute l'équipe qui a travaillé pour que les trophées existent. J'espère d'ailleurs qu'il continuera pendant de nombreuses années, car je pense que ce type d'action participe activement dans la résolution des problèmes de communication que nous avons aujourd'hui auprès du grand public dans le domaine forestier. Je tenais aussi à remercier ma famille, mes amis, qui m'ont soutenu et me soutiennent encore aujourd'hui dans tous mes projets. Je remercie aussi toutes ces personnes que j'ai découvertes grâce au projet et qui m'ont de suite soutenu. Mais en toute honnêteté, je pense que le projet Faatura n'est qu'un commencement, une petite étincelle qui, je l'espère, donnera des idées bien plus grandes aux personnes qui le découvriront. Car, comme je l'ai précisé lors de ma candidature, aujourd'hui plus que jamais, les futures générations doivent s'informer, mais aussi trouver et adopter un nouveau mode de vie pour s'adapter au changement climatique. Alors je vous le demande, quoi de mieux que la communication, l'écoute et le partage pour relever ce défi ? Et je cherche Sabrina Adam qui va nous remettre le 3e prix. Alors, dans la catégorie J'explore le bois sous toutes ses formes, on a également une mention coup de cœur du jury qui revient à Faïne Resson et Jean Capel pour leur projet d'architecture de bois qui protège et soutient le cordon dunaire des Landes de Gascogne. Merci beaucoup. C'est très gratifiant parce qu'en fait, c'est un travail qui a demandé une grosse enquête de terrain, de sociologie historique sur la forêt de Gascogne et l'écosystème des dunes qui lui est très lié. Et il a fallu mettre beaucoup d'efforts et de créativité dans ce projet d'architecture pour proposer quelque chose qui, selon nous, était pertinent sur ce territoire qui est fragile, menacé, mais vital pour protéger en fait tous les villages côtiers de la submersion. Donc merci, ça fait plaisir. Et alors le projet vainqueur dans la catégorie est remporté par Antoine Lafaille et Paul Besançon, désolé pour la prononciation, pour le projet Materia. Il s'agit d'un... Parfait. Il s'agit d'un nouveau procédé de construction en bois de feuillus qui propose l'utilisation de fourches d'arbres et de troncs tordus de quasi toutes les essences forestières sans avoir à les scier. Je vous laisse en parler plus amplement. Juste pour remettre en perspective, donc nous on est diplômés d'architecture et déjà tout d'abord il faut savoir que le domaine de la construction est très impactant à la fois dans les déchets, les productions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie. Donc nous-mêmes par notre parcours scolaire on avait envie dans notre projet de fin d'études de travailler à la fois sur la question de la gestion forestière et de la construction de bois qui aujourd'hui se développe, mais a aussi ses gros défauts. Et voilà, je tenais à remercier nos professeurs de fin d'études qui nous ont vraiment bien accompagnés et aussi mon binôme. Oui, juste pour ajouter, en tout cas, on est très content de recevoir un prix par la filière bois parce que c'est un projet d'architecture, mais qui gravite complètement, qui est entièrement fondé sur la filière bois. Et l'approche qu'on a essayé, mais c'était chouette d'avoir aussi la table ronde juste avant, c'est de re-questionner absolument tous les points, toutes les clés de la filière et de réétablir un nouveau procédé de construction en posant toutes les problématiques sur la table et en essayant d'être au maximum créatif. Voilà, merci. Alors on va faire une séquence photo avec tous les lauréats et les membres du jury. Alors on se met où pour la photo ? Il va falloir se tasser un peu.
C'est ici. Alors, pendant qu'il se prépare pour la photo, vous pourrez découvrir les travaux réalisés. Alors, on a parlé de bois, mais donc, il y a une école où le bois est essentiel, c'est l'école Boulle. Donc, des travaux réalisés par des élèves de l'école Boulle, organisés en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Charlois, que vous connaissez peut-être pas, mais dont l'activité est de faire des tonneaux et également de la méranderie. La méranderie, c'est l'activité qui fait les lattes, je ne sais pas si j'ai bien dit le terme, des tonneaux. Et vous pourrez découvrir tout ce qui a été fait, assez extraordinaire. Donc je sais que certains sont présents dans la salle, donc peut-être qu'ils pourront les présenter. Vous voulez dire un mot ? Bonsoir à tous. En fait, je regrette de ne pas avoir été invité à la table ronde. Parce que j'avais plein de choses à dire sur la jeunesse et sur la manière dont ils incarnent l'éco-responsabilité. Ce n'est pas du tout ce que vous avez dit. C'est pas du tout ce que vous avez dit. Ils sont très habités par l'éco-responsabilité et ce n'est pas quelque chose qu'ils font sur commande. C'est quelque chose qui les habite quotidiennement. Alors peut-être qu'effectivement, j'ai les 1000 jeunes de France qui sont engagés, je ne sais pas, j'ai peut-être ces chances-là. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas... C'est dommage qu'on expose autant de clichés parce que, effectivement, il y a des fois je râle parce qu'ils peignent partout, ils ne bâchent pas. Donc ça veut dire qu'après on utilise des solvants pour nettoyer. Mais à chaque fois qu'ils pensent à un projet, ils le pensent d'une manière éco-responsable. Vraiment. Je pense qu'ils sont très habités. Et je ne me sens pas responsable de l'héritage que je laisse parce qu'on ne savait pas. Quand on était petit, il y avait la liste des colorants qui étaient affichés dans la cuisine parce qu'on nous avait dit que les colorants, c'était mauvais. Donc dès qu'on sait, dès que les Français savent, ils sont en capacité de réagir et ils sont en capacité aussi de lutter. Voilà. Mais on ne savait pas, nous. On ne savait pas tout ce qu'on allait laisser, les choix qu'on faisait, les choix économiques et les choix de société. On ne savait pas ce que ça allait avoir comme conséquence sur la jeunesse. Voilà. Donc je voulais le dire parce que quand on me donne la parole, généralement, je dis ce que je pense. Donc voilà, je pense qu'il faut plutôt que ce soit quelque chose de positif, un bel élan. Et moi, j'ai confiance en cette jeunesse et je pense qu'elle n'est pas dogmatique. Voilà. Elle sera capable de faire la part des choses et de faire les meilleurs choix. Alors, juste après, je voudrais témoigner effectivement de ce qu'on a fait grâce à un partenaire qui nous a fait confiance, à la Maison Charlois. C'est un tonnelier. Quand ils sont arrivés avec leurs morceaux de tonneaux, moi, je peux vous dire que je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces morceaux de tonneaux ? Eh bien, en 4 jours, vous allez voir ce que les jeunes ont été capables de proposer. Ce sont des prototypes, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas léché, ce n'est pas abouti, mais en tout cas, ce sont des possibilités et on voit bien que c'est pas... Enfin voilà, que l'imaginaire peut donner la place à énormément de possibilités et quand il y a de la créativité, quand il y a de l'envie, quand il y a du talent, eh bien voilà ce que ça donne. Même si l'école Boulle, ce n'est pas que le bois, il y a beaucoup de formations en design, il y a beaucoup de formations aussi qui parle du métal, voilà, de divers matériaux, et je milite aussi pour qu'on connaisse autre chose que le bois à l'école Boulle. Mais là, on a un beau témoignage du savoir-faire de notre jeunesse et effectivement de l'espoir qu'on peut avoir en leur travail. Merci de m'avoir donné la parole et merci de m'avoir laissé dire ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Nous voilà au terme de cette séquence. Merci d'être venus nombreux. Et effectivement, je pense que c'est une séquence porteuse d'espoir. Et je vous invite à partager le verre de l'amitié.